Bienvenue cette semaine au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Max Trottier de chez Devolution sur le sujet du Bowtie Matrix. On couvre entre autres dans l'épisode « Qu'est-ce que le Bowtie Matrix ?» En quoi cela peut amener votre organisation au prochain niveau. On va également donner des exemples concrets d'implantation du Bowtie Matrix chez Devolution. On va parler du délai pour voir la différence dans ses chiffres de vente dans son organisation. On va également couvrir où se référer pour en savoir plus sur cette méthodologie-là. On va parler également du ratio de gens au niveau Customer Success et au niveau vente chez Devolution. Et on fait une petite aparté en début de discussion sur l'événement ITSEC dont Devolution et Maxime sont les organisateurs. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Maxime Trottier, VP Vente, mais marketing chez Devolution. Merci encore d'être des nôtres cette semaine. Comment vas-tu? Ça va, toi? En plein milieu de l'été, de même, il fait beau. Ça va top shape, Joe. Bien content d'être là encore aujourd'hui avec toi. C'est toujours un moment que j'apprécie beaucoup. Puis en même temps, on en parlait justement avant de rentrer. On s'en fait parler à gauche puis à droite par différentes personnes. Fait qu'on a commence à avoir un puppy reach, le Pivot Podcast. Bravo à toi puis ta gang d'ailleurs pour nous donner cette vitrine-là. Puis écoute, justement, vous étiez à ITSEC dernièrement, notre show de sécurité informatique. Les gens m'en ont parlé. D'ailleurs, ils ont bien apprécié votre présence là, d'avoir été avec nous autres présents à Saint-Hyacinthe au début juin. Et c'était un plaisir d'y assister. Puis merci pour l'organisation, Max. Vraiment, vraiment apprécié. Je sais pas si tu peux prendre une minute ou deux pour expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'est ITSEC, parce que ça revient à chaque année puis c'est vraiment la conférence au Québec, là. Ouais, ben là, cette année, on était, tu l'as vu, c'était sur 2 jours cette année, jeudi, vendredi, 1er 2 juin dernier, à Saint-Hyacinthe, au Centre des Congrès, pour ceux qui connaissent. Puis on était pratiquement 400 cette année, un petit peu moins de 400 participants en tout et partout avec les commanditaires, partenaires qui étaient présents. Open Mind était là avec Pivot Podcast d'ailleurs. La réponse a été super bonne cette année. Bon contenu. Je pense que la formule est pas mal bonne, c'est-à-dire sur 2 jours, on essaie de rendre ça très des plus petites courtes présentations. On essaie de viser 30 minutes pour qu'il y ait un certain rythme dans les présentations. Des panels de discussion aussi. On a même d'ailleurs été sur le Dark Web ensemble avec les gens de chez ISM et Blue Eden Technologies qui nous ont emmenés sur le Dark Web cette année. Fait qu'on essaie de faire des trucs un peu plus hands-on, moins éducatif toujours, avec du bon contenu, mais d'avoir un format un peu plus éviter une certaine lourdeur là, de présentation. Là. Fait que c'est un peu le créneau qu'on se donne. Puis ben justement, vous étiez là en termes de pour interviewer certains des experts qui étaient présents. Donc de mémoire, là, vous avez rencontré des partenaires. Puis vas-y, Joe, je te laisse parler un peu de qui vous avez rencontré. Ben absolument, on a interviewé, je pense, à peu près la moitié des conférenciers là, qui étaient à ITSEC. Principalement, effectivement, sur le thème de la sécurité. Donc, on va avoir de mémoire 3 épisodes qui vont sortir dans les prochaines semaines, des épisodes entre 20 à 45 minutes pour le présent podcast, pour le podcast Pivot. Puis, on a à peu près, je pense, 7 ou 8 petites capsules de 5 à 10 minutes qui vont être dans un autre podcast qu'on sort bientôt qui va s'appeler Preventive IT, qui est beaucoup axé, entre autres, sur la sécurité et la gestion des parcs informatiques. Donc, beaucoup de bons contenus. Les conférenciers étaient de qualité. Et moi-même, qui est dans le domaine depuis longtemps, j'ai appris beaucoup en interviewant ces gens-là sur les différents sujets. Fait que c'était super pertinent, là. Ouais, puis écoute, on a toutes mis les vidéos. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a eu beaucoup de questions de la loi 25 cette année, toute la confidentialité des données. On a parlé beaucoup, évidemment, de sécurité informatique, cybersécurité. On a essayé de donner des cas très concrets. Donc, je vous invite à aller sur le site de ITSEC, it-sec.ca.
it-sec.ca. On a tout uploadé des vidéos qu'on pouvait parce qu'il y avait des conférenciers, tu t'en souviendras, qu'on pouvait pas malheureusement pour certains soucis de sécurité mettre sur le site web les présentations au niveau de confidentialité qu'on voulait garder pour l'événement. Mais la majorité des présentations sont là, donc on vous invite à aller voir sur le site web pour aller voir un peu ce qui s'est passé. L'événement va revenir aussi en mai l'année prochaine. Donc, on revient l'année prochaine, on vise un 500 personnes. La demande est là, le besoin, je devrais dire, est là. C'est-à-dire que les gens sont très, un peu comme tu disais tantôt dans ton domaine, là, les gens au niveau des MSP, entre autres, cherchent des solutions pour aider leurs clients, cherchent des solutions pour se mettre à jour au niveau de tout ce qui est cybersécurité. Puis, c'est une bonne place pour d'aller chercher de l'information, là. Donc, voilà, le petit intro est fait pour ITSec. Merci. Est-ce que les dates sont déjà officialisées pour l'année prochaine, Max? 22-23 mai 2024. 24, fantastique. Je le mets tout de suite à mon horaire. Faites-le en même temps que vous nous écoutez. C'est la conférence en cybersécurité. Tu le fais vraiment, c'est bon, ça, j'aime ça. On a tous des horaires un petit peu chargés à l'avance. Si je le mets pas tout de suite, je vais être obligé de te dire, Max, je vais avoir la misère d'être là 2 jours. Donc là, voilà. En fait, là, on donne du contenu, là, puis tu sais, t'es témoin, puis je vous garantis, parlez-en dans votre gang, le monde qui était là, le contenu était excellent, mais d'abord et avant tout, on veut un événement que les gens aient du plaisir. On était sur la terrasse le soir avec barbecue, on a eu des humoristes, on a eu un band, t'étais là, je me souviens très bien, Joe, on prenait un hamburger, une bière ensemble sur le toit de l'hôtel. Il y a eu une espèce de tempête de sable à Saint-Hyacinthe qui nous a attaqués, mais l'idée générale, c'est oui d'aller sortir, il y a le côté sérieux, c'est d'aller vraiment aller se ressourcer en termes de qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi qu'il faut que j'aille à mon agenda en termes de sécurité informatique, mais il y a un aspect qui est très plaisir, connecter ensemble, avoir du fun. Fait que c'est ça l'événement qu'on met de l'avant finalement. Et pour ceux qui connaissent pas encore la gang de Dévolution qui est en l'air de ça, c'est des gens qui sont extrêmement généreux, qui aiment rendre les événements plaisants, puis qui mettent le budget puis ce qu'il faut autour que ça soit le cas. Donc, ce que Max dit, c'est pas juste des paroles de vente, là. C'est un bel événement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Même dans les 5 à 7 par la suite, là, c'est rare qu'on voit une qualité d'organisation d'événements comme ça. Fait que chapeau à toute la gang chez vous qui a organisé ça. Puis je sais que tu en as mis beaucoup d'efforts et d'amour là-dedans. Fait que bravo. On tombe dans le sujet précis de la discussion d'aujourd'hui, Max. Allons-y. Tu m'as parlé d'un concept, le fameux concept pas un concept, mais une méthode de gestion. Puis tu pourras corriger mes termes, là, mais le Bowtie Metric. Et là, j'avais des points d'interrogation dans les yeux. Puis je sais à quel point vous êtes innovant, entre autres ici au Québec, pour aller chercher les meilleurs processus, les meilleurs procédés à l'externe, d'amener ça dans votre organisation chez Dévolution, de tester ça puis d'amener ça à un autre niveau. Puis là, quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit, mon Dieu, Max, j'aimerais ça enlever les points d'interrogation j'ai dans mes yeux. Et tu m'as dit, bien, on va faire un podcast, on va en discuter un petit peu, c'est quoi? Et ce que j'aime tant dans nos discussions, c'est que c'est pas juste des concepts théoriques, c'est que tu es capable de nous dire en quoi ça se traduit dans le quotidien des gens et qu'est-ce que ça a vraiment changé au niveau pratique, ce qui est rare de ce qu'on a accès comme information. Fait que c'est toujours un plaisir de jaser avec toi puis de regarder ces différents concepts-là parce qu'après ça, on peut le prendre puis regarder qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos propres organisations. Puis c'est un peu le but de l'interview aujourd'hui qui va être en même temps un peu sous forme de discussion. Ouais. Que tu puisses nous expliquer c'est quoi puis en mode pratique après, là, qu'est-ce que ça a l'air, est-ce que ça vaut la peine puis comment qu'on peut peut-être implanter ça ou du moins aller plus loin dans la connaissance de ce framework-là. C'est très visuel ce qu'on va expliquer aujourd'hui, donc je vous invite avant même de continuer à écouter, d'aller dans les notes de l'épisode, aller ouvrir les différents liens qu'on a. Vous allez pouvoir voir le framework de manière visuelle. Je pense que ça va être plus facile pour l'auditoire d'y aller. Si vous êtes juste en audio, on va quand même essayer de s'arranger pour que ce soit comprenable. Donc, arrêtez pas l'épisode si vous êtes juste en audio. Mais si vous avez accès à du visuel, allez ouvrir les notes de l'épisode. Je pense que ça va aider dans la compréhension du concept puis dans l'assimilation de cette information-là. Donc, Max, première question. Qu'est-ce que le concept du Bowtie Matrix? Oui, le Bowtie, c'est en fait, nous, on l'a découvert à travers nos différents travaux de recherche on a passé, je te dirais, chez Dévolution, on est rendu ça fait depuis plus de 12 ans, là, ça fait depuis 2010 qu'on est là, puis on est rendu à une étape dans l'entreprise qu'il faut scaler l'entreprise, right? Donc, on passe d'un mode de gestion, je te dirais, bootstrappé toujours, mais en mode start-up, très dans les opérations, un mode un peu plus tactique, stratégique, dans le but de scaler l'entreprise. Puis dans nos recherches, dans notre planification stratégique, notamment, tu l'as dit tantôt, dans les ressources, là, il y a une ressource de Winning by Design
c'est avec eux qu'on a travaillé pour un peu connaître c'est quoi le Bowtie Model, puis qu'est-ce que ça implique dans nos opérations de vente, puis au marketing. Puis grosso modo, ce que ça dit, c'est au niveau stratégique, chez nous, on a pris la décision de pour les années qui s'en venaient. On était, je te dirais, pandémie X, là, fait qu'on n'était pas certain de ce qui s'en venait par après. Puis là, en définissant un peu notre plan d'affaires, notre modèle d'affaires pour les prochaines années, on s'est dit, peut-être que c'est le moment de double down sur ce qu'on a construit au fil du temps, c'est-à-dire de prendre nos clients existants puis les amener à un autre niveau dans l'entreprise. Vous avez ceux qui sont en vente ou cross-seller, up-seller, être sûr que le niveau de rétention, le niveau de churn soit très bas chez nos clients. Donc, grosso modo, ce que c'était, c'est comment on réussit à faire plus avec ce qu'on a puis pas perdre ce qu'on a aussi chez nos clients existants, right? Puis c'est là qu'on a trouvé le Bowtie Model avec la gang des ventes, la gang de marketing ici. Parce que le Bowtie Model, là, vous devez vous visualiser, c'est le centre. Vous devez voir ça comme un genre de nœud papillon, si tu veux. Puis je vous invite encore une fois là, d'aller cliquer sur les ressources de l'épisode. Vous allez le voir très clairement. Dans le fond, vous devez voir ça comme 2 funnels de vente différents, mais en son centre, comme le centre de la boucle. En fait, c'est quand le client est closé la première fois. Donc, on part du classique d'un prospect, par exemple, qui vient du marketing, marketing qualified lead, qui est passé aux ventes, qui est en sales qualified lead. Ensuite de là, il y a les sales accepted opportunities. Donc, les ventes, on qualifie le client, on peut travailler avec le client pour évidemment aller en proof of concept, par exemple, aller en tout ce qui est quoting avec le client, négociation des prix. Et arrive finalement la vente, on close le deal, right? Donc ça, c'est le modèle classique des ventes qu'on connaît tous. Il y a d'autres modèles qui existent en inbound marketing, évidemment, pour plus orienté marketing, plus orienté vente. Donc, grosso modo, c'est la boucle qui est classique là, des ventes. Cette section-là, c'est l'entonnoir de vente traditionnel que tout le monde connaît, là, ou du moins la majorité des gens connaissent. On part très large et on raffine, on rétrécit à ce moment-là ce qui reste au bout de l'entonnoir, puis là, ça fait nos ventes au bout de la ligne. Exact. Et visuellement, le Bowtie Model, cette section-là, c'est le côté gauche du nœud papillon à ce moment-là. C'est ce que généralement les gens connaissent et ça s'arrête souvent là dans les organisations on a un bon cycle de vente, on a un bon funnel de vente, on est efficace ou très efficace ou pas du tout, même ça dépend des organisations. Mais tout le monde se concentre là, on close puis c'est fini après. Là. Il y a pas rien d'autre qui vient par la suite. Et là, de ce que je comprends, le Bowtie Model, c'est qu'il y a l'équivalent de ça qui est inversé de l'autre côté du nœud papillon. C'est toute cette section-là que généralement les gens ne voient pas ou ne se concentrent pas ou ne connaissent pas. C'est quoi les concepts de quoi faire. Et c'est là, à ce moment-là, que le Bowtie Model arrive pour ouvrir cette section-là visuellement. Là. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Tout à fait. Puis je te dirais que c'est même 2 façons de vendre qui sont complètement différentes à un nouveau client puis un client existant. Là. Les gens vont dire, oui, évidemment, Max, mais le premier côté, le côté gauche du Bowtie, quand quelqu'un qui te connaît pas, en fait, tu veux régler un problème. Tu sais, tu veux j'ai un problème ou je cherche une solution A, voici d'évolution ou ton open mind, peu importe qui, votre entreprise, le client a comme un moment qui fait comme oh, OK, nice, tu sais, je pense que j'ai trouvé la bonne solution. Puis là, l'erreur qu'on fait souvent en vente, c'est qu'on veut essayer le modèle classique qu'on s'est fait dire, qu'on s'est fait enseigner même à l'université, ou un client qui vient te voir avec un besoin, c'est juste un appel à l'aide, puis là, les gens vont partir dans des sales cycles qui sont extrêmement longs. Puis dans certaines business, c'est requis, ça je te l'accorde. Je vais parler pour nous en software, par exemple. La première vente est faite sur on veut régler un problème rapidement. C'est-à-dire, j'ai un problème de gestion, de connexion, peu importe. Je passerai pas, là, j'étirerai pas le sales cycle sur 3-6 mois pour essayer de m'assurer que l'ensemble de ton requirement est bien desservi. Puis y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire chez vous? Y a-t-il d'autres problèmes que je peux adresser? La première vente est faite pour closer ce Bowtie-là, right? La première funnel, on fait la première vente, là, on s'assoit avec le client, peu importe, là, puis on en fait une. Après, c'est là que la beauté du modèle est intéressante, c'est que après, on se donne du temps pour bâtir une relation avec, à travers le customer success, à travers le support technique, à travers
des account managers, par exemple. Puis après, on apprend à se connaître avec le client, on build du trust, on build une relation, on construit une relation de confiance avec ce client-là. Puis là, on passe à cette étape-là de dire, bon, comment on fait pour transiger vers une autre solution que je peux t'offrir, par exemple, plus de services. Mais on n'essaye pas de tout faire au début, tu sais. On n'essaie pas de tout vendre du premier coup, puis après ça, de dire, il est closé, il est vendu, s'il y a des problèmes, il va nous appeler, on s'en reparle plus, tu sais, ou on s'en reparle au renouvellement dans 1 an, dans 3 ans, mais sinon, là, tu sais, c'est ça c'est le modèle que nous, on a appliqué chez nous longtemps. Tu sais, un coup que la vente était faite, le support technique était là, s'il y avait des problèmes, that's it, that's all, tu comprends? Dans l'environnement qu'on est aujourd'hui, un client, c'est précieux, tu le sais, il faut en prendre soin. Puis je dis pas qu'on n'en prenait pas soin, je dis juste que c'est d'une manière qu'il faut le faire d'une façon plus proactive puis structurée. Dans chacun des étapes du bouteille, tu as des control points qui te permettent de valider si tu fais une bonne job ou non, tu sais. Puis une des métriques que tu dois suivre, c'est j'ai vendu au client, mais 30 jours plus tard, il utilise-tu, par exemple, ma solution, tu sais, parce que certains d'entre vous vont être, tu sais, vous le savez, vous allez vendre une licence ou vous allez vendre un service, vous allez vendre un produit à vos clients. Puis le time to value qu'on appelle dans le bouteille model, du jour, donc du centre de la boucle jusqu'à la première étape, là, à droite de la boucle, la première control point qu'on devrait dire, où est-ce qu'on se dit, est-ce que le client l'a activé la licence? Parce que souvent, ils vont dire, j'achète, mettons, 50 cycles de ton produit. Au bout de 30 jours, il y en a juste 12 qui ont été activés parce que, là, j'ai plus le temps, je fais un autre projet. Puis là, tu viens de l'échapper tranquillement, tu sais. C'est ça qu'il faut ramener assez rapide, c'est-à-dire le time to value, que le client fasse comme, hey, c'est le fun, puis qu'il voit la valeur que ça l'a vraiment pris, là, dans votre entreprise. Ce premier milestone-là est très, très, très important dans le but de builder ou faire construire une confiance, finalement. Donc, à gauche du nœud papillon, ce serait l'acquisition du client. À droite, ce serait la rétention. Le premier de ces éléments-là, c'est est-ce que le client adopte et utilise vraiment ce qu'on lui a vendu? Parce que si c'est pas le cas, quand il va arriver le renouvellement de l'abonnement, c'est sûr qu'il va sortir probablement de l'équation. Donc, côté droite, rétention, mais ça passe d'abord avant tout de est-ce qu'il adopte la solution, est-ce qu'il l'utilise, puis est-ce qu'on le monitore aussi? Puis là, tu me dis ça, puis nous, entre autres, dans Berrycast, je vois tellement une zone grise qu'on couvre pas, on vend, c'est correct, c'est bon, mais on surveille pas très précisément le taux d'utilisation. Puis on le voit, on a eu des corporations qui ont acheté plusieurs licences. Puis je pense que si on avait suivi vraiment le taux d'utilisation puis qu'on les aurait accompagnés pour passer la friction initiale, on aurait eu des taux de renouvellement beaucoup plus élevés. On en a des bons taux de renouvellement, mais ça aurait été encore meilleur si on avait pris ce temps-là. Puis je pense que ça aurait été vraiment un bon endroit où investir du temps, là. Oui, ton point est excellent. Puis d'ailleurs, merci de partager ta propre expérience. Là, on l'a vécu nous autres aussi. Puis ce que ça donne aussi, c'est que souvent, tu l'as vécu dans ta réalité, tu vas avoir un champion. Dans vos business, quand vous vendez à un client, vous avez souvent ce qu'on dit un business unit là, ou un buyer unit à convaincre. Puis là-dedans, tu as quelqu'un quelque part que lui, c'est ton champion de ton outil. C'est lui qui a découvert l'outil, c'est lui qui a fait le proof of concept avec vous autres. Puis le proof of concept que tu fais avec ce champion-là, ça peut être après ça, lui, il a demandé la permission à son boss, par exemple, pour faire l'achat. Après ça, c'est dans des plus grands process de vente, le procurement s'en mêle, voilà. Mais ce champion-là, lui, il a une job après de prendre ce proof of concept-là puis de l'amener at large dans le business. Puis ça, c'est pas donné, là. C'est pas un coup qu'il a dit, son boss, il a dit, par exemple, go, OK, on déploie pour 100 sièges dans notre entreprise. Let's go, on se monte un plan. Le proof of concept à 20 personnes a bien fonctionné. On est ready, let's go. Mais là, si tu veux, dans le bouteille model, encore une fois, tu veux expander dans l'année qui vient ou dans les deux années qui viennent, il faut que ce moment-là où est-ce que ton champion part puis qu'il faut que tu l'aides à finalement à faire arriver ton projet, right? Je serais curieux, Max, de savoir comment vous le faites. Est-ce que vous envoyez un courriel ou une communication à la personne de dire « Hey, on est là, la personne qui est le power user, puis appelle-nous, on veut faire un voice of customer avec toi, on veut voir comment qu'on peut t'aider à mieux implanter la solution. » Comment vous le faites concrètement chez Devolution? Concrètement, nous, quand il y a un account manager, un account exec qui close, on va dire, là, qui close un deal, un nouveau client, il y a un end-off qui est fait par la suite à un Customer Success Manager. Donc, le Customer Success Manager chez nous, il est en charge de prendre un client qui vient d'être onboardé, puis de partir la relation dans la partie droite du bouteille, comme on disait tantôt. C'est lui qui est en charge de ce funnel-là, si tu veux. Donc, l'account exec, l'account manager, lui, est en charge de l'acquisition de nouveaux clients. Customer Success Manager est en charge de la rétention puis l'expand, le land and expand chez nos clients, là, de la première vente jusqu'à temps qu'ils renouvellent XXX. Donc, le Customer Success Manager ou le
le gestionnaire du succès client en français, est en charge de cette relation-là. Donc, la vente est closée, le lendemain ou même la journée même, tout dépendant, il y a un end-off où l'account manager va introduire le Customer Success Manager au client pour lui dire « Hey, maintenant, ça va être avec telle personne que vous allez transiger. » Souvent, on essaie de les faire rentrer durant le proof of concept aussi. C'est-à-dire que même avant que ça soit fini, que le deal soit closé, par exemple, on essaie de créer une relation avec ce gestionnaire du succès client-là pour que finalement, il y ait une relation qui se construise. Cette personne-là, le Customer Success Manager, devient le single point of contact pour nos clients chez nous. Donc, il y a un problème technique, il y a un besoin d'ajouter des licences, peu importe. C'est cette personne-là qui prend en charge le client chez nous. Puis de là, lui, il va avoir des communications dans les premières semaines à savoir comment ça va dans le déploiement. C'est très straightforward. Là, on n'essaie pas non plus de overloader nos clients là, pour s'assurer à tout prix. T'sais, on est là vraiment, vraiment en termes d'aide à nos clients. Puis je dis à la gang, je l'ai dit pas plus tard qu'hier, vous autres, dans votre mindset, vous devez vous dire que vous êtes au service du client, que c'est le client qui vous paye d'évolution. Là, on est là pour vous accompagner, mais vous devez penser client first tout le temps pour arriver à ce stage-là de dire, bon, ben, est-ce qu'on est rendu à terme à qu'est-ce qu'on voulait faire durant le proof of concept, par exemple? Mais tu sais, pour répondre à ta question très concrètement, ça peut être, par exemple, un Teams, un email, 2 emails, let's go, on part, puis après ça, il y a une séquence là qu'on pourrait regarder par la suite dans un autre podcast, peut-être une cadence après ça durant l'année, par exemple. Mais grosso modo, là, pour commencer, c'est comme ça que la relation part, tu sais, puis voilà. Et cette cadence-là, est-ce que c'est déjà des scénarios préprogrammés dans vos outils, exemple Salesforce, ou c'est fait manuellement selon un playbook que vous avez défini entre vous puis vous améliorez à travers le temps, là? C'est un mix des deux, OK? C'est pas évident à trouver parce que idéalement, on s'entend là-dessus, tous les clients devraient avoir un Customer Success Manager, right? Tout le monde devrait avoir accès à quelqu'un comme ça chez nous. Mais tu sais, à 12 300 clients, écoute, ça fait du monde à la messe, là. Ça t'en prend des Customer Success Managers. Fait que c'est d'avoir, tu sais, je te dirais qu'il faut être logique là-dedans. Il y a une partie, utiliser son bon jugement. Il y a une partie là-dedans qui est automatisée. Il y a une partie qui est très personnalisée avec un humain derrière. Fait que c'est un jeu de, est-ce que notre client, lui, j'ai besoin de faire un suivi plus personnalisé? Est-ce que pour ce client-ci, si tout va bien, ça roule? Est-ce qu'on peut utiliser une campagne marketing avec notre outil de marketing automation pour faire le suivi à 180 jours, par exemple? On est encore, on a implanté ce modèle-là, nous, au début en fait, c'est pas vrai, fin de l'année dernière, octobre-novembre l'année dernière. Donc, on est encore en train de jouer avec notre cadence, avec Salesforce, entre autres, notre outil qui nous permet de faire tout le suivi, là, notre CRM, que vous connaissez certainement. Mais je te dirais que pour l'instant, là, on est encore dans l'étape d'essai-erreur. On teste beaucoup des différentes cadences. Un des points qui a été soulevé d'ailleurs récemment, puis qu'on veut être sûr qu'on perde jamais cette façon de faire là. À chaque fois qu'il y a un contact client, on doit apporter de la valeur, tu sais. Donc, sais-tu par exemple, tu sais, des emails pour dire hey, comment ça va? Y a-tu quoi que je peux faire pour toi? Voilà un lien en ligne. S'il y a de quoi, appelle-moi. Ça, on n'en veut plus, tu sais. À toutes les fois qu'il y a une communication, la personne ou nous, au marketing, par exemple, aux ventes ou au support, on doit apporter de la valeur. C'est-tu parce que il y a une nouvelle release qui vient de sortir? Y a-tu un roadmap qu'on veut partager du produit qui s'en vient? Y a-tu, je sais pas, y a-tu un événement quelconque? Tu sais, il y a toujours moyen de trouver. Mais d'abord et avant tout, est-ce que le client, ça apporte de la valeur, tu sais, puis regarder ça très short and sweet, mais il y a quoi pour lui que même s'il fait juste le courriel, il a appris quelque chose, oui, parfait, si on est dans la bonne place, mais je me répète, mais juste des trucs, hey, comment ça va, puis c'est pas assez, là. Puis j'adore ce que tu dis, Max, parce que on essaie d'implanter ce concept-là dans nos équipes de vente, autant chez OpenMind que, exemple, dans nos produits comme Berrycast. Je me bats avec l'équipe, puis là, je pense que la philosophie commence à bien passer, c'est de dire, on envoie des communications aux clients, ça peut arriver qu'ils nous répondent pas, mais le but, c'est que ça soit quand même un dialogue. C'est pas parce qu'ils te répondent pas qu'ils entendent pas ce que tu dis. Donc, c'est important qu'à chaque fois que c'est à ton tour à parler, qu'il y ait de la valeur puis qu'il y ait une pertinence à ce que tu envoies et non juste dire, hey, salut, j'ai de quoi te vendre. Non, je pense qu'on peut régler des frustrations que tu as de manière très précise. Puis, by the way, voici une pièce de contenu qui va peut-être changer ta vie ou vraiment t'amener une grande valeur. Puis peut-être qu'il répondra pas, mais si le prochain point du dialogue, tu y apportes encore de la valeur, pas encore de la valeur, pas encore de la valeur, il va finir par te répondre. Puis ça va permettre d'amener la relation à un autre niveau. Donc, je dis tout le temps aux équipes, c'est pas parce que le client ne répond pas, qu'il écoute pas ou qu'il entend pas ou qu'il ne lit pas. Donc, assure-toi toujours à chacun des points de faire progresser le niveau de valeur que tu apportes
pour arriver à une somme minimale qui va faire que la personne fait OK, cette personne-là est là pour la bonne raison, puis il m'apporte de la valeur, puis je vais engager une discussion où je vais plutôt répondre pour faire amener le dialogue dans la bonne direction. Puis c'est exactement ce que tu mentionnes ici, Max. Je trouve ça super intéressant. Là. C'est tellement bon ce que tu dis, puis ça fait partie, entre autres, le core, si on revient du modèle du beau taille, le lien est excellent parce que la partie, un coup que le time to value est accompli, que l'onboarding a été complété, par la suite, là, la clé du succès, c'est est-ce que je suis dans la peau du client, là, mais moi, en tant que client, est-ce que tu m'apportes de la valeur quand tu me communiques avec moi? Est-ce que ton outil fonctionne comme on a demandé? Est-ce que quand tu me proposes une nouvelle update, ça fonctionne? Puis oui, il y a une valeur. Donc, là, le aha factor, le gros moment de tu sais, je parlais tantôt, là, le client, un nouveau client qui arrive, qui fait comme wow, enfin, je l'ai découvert. Mais ça, dans la deuxième partie, il n'y en a pas de ça. Ce qu'il faut viser plus, c'est des petits wins tout le temps, mais que le client, il sente que tu es là pour lui vraiment. Puis tu sais, on dit souvent ça, tout le monde va dire ben oui, moi, mon client first, je suis là pour mon client. Tu sais, ben, il y a personne qui va dire ça, qui va dire l'inverse, right? Mais est-ce que tu le fais d'une façon vraiment sérieuse, authentique? Puis ça transparaît. On reçoit des dizaines de communications par jour. Tu sais, on les voit, ceux qui ont été faites par des bots, qui n'y a pas de valeur, on les skip, tu sais, on les lit même plus, tu sais. Mais si t'es capable, toi, de vraiment sortir du lot avec de quoi qui est sharp, pas trop long, personnalité, puis t'es capable de, tu sais, en anglais, ils disent genuinely, là, mais authentiquement, je devrais dire en français, d'apporter une valeur, tu vas shiner, mon gars, là, puis c'est avec tous les clients vont vouloir travailler. Puis c'est pas grand-chose des fois, là. Je vous demande pas de recréer, de tout refaire la roue tout le temps au complet, mais d'être vraiment authentique là-dedans. Puis est-ce qu'à chaque fois que tu t'envoies quelque chose, ou peu importe, comme tu dis, un marketing asset, tu sais, le gars, c'est par exemple, ton client il est dans dans le domaine bancaire en Allemagne, tu y envoies un use case d'une école aux États-Unis, tu sais, c'est sûr, ça marche pas, là, tu sais, avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on est habitué de vivre comme expérience client, partout où tu vas, sur Amazon, Name It, eBay, on s'attend à ce que le contenu qui nous soit envoyé soit personnalisé pour nous autres, puis que les communications soient craftées pour nos besoins nous autres. Puis si, par exemple, tu es capable de, jour après jour, j'en mets un peu trop, mais à chaque fois, de faire des petits wins comme ça, ben la quatrième fois, quand ça va être pour y parler de ton outil que tu viens de sortir, un nouveau module que tu veux, il va t'écouter parce que ton track record est excellent. Fait que, tu sais, faut bâtir cette relation tranquillement, mais le mot-clé là-dedans, c'est tranquillement, puis d'avoir un repeated, genre, tu sais, le beau taille, là, c'est impact is being achieved consistently, tu sais. L'impact que vous avez avec vos outils, avec vos solutions, avec votre service que vous vendez, c'est constant, puis c'est à tous les jours, puis il y a une certaine répétitive là-dedans, puis à un moment donné, quand ça va être le temps d'avoir une discussion plus d'affaires, entre guillemets, il va être là parce que vous avez construit cette relation-là. Mais je crois fermement que ça se fait pas en dedans de 2 jours. Ça se fait pas non plus au début d'une relation quand il y a un nouveau client qui rentre chez vous. Ça prend du temps à mettre en place. On avait parlé, moi, plutôt, Joe, une bande marketing, combien de temps que ça prend avant d'avoir ses fruits. C'était 2 ans. Mais ce modèle-là aussi, c'est un bon 2 ans avant d'avoir un impact réel puis de dire, OK, j'ai mis en place, là, puis t'as des gens de chez Upkio, d'ailleurs, qui ont utilisé le même modèle que tu as eu sur ton podcast. Ils vont t'en parler, eux autres aussi. C'est long à mettre en place. C'est bâtir une relation, ça se fait pas en dedans de 30 jours, puis ça se fait pas à cause de 2 courriels standardisés d'un pardot qui a été envoyé, ça se fait sur une plus longue haleine. Mais ça veut pas dire non plus de revenir dans le modèle dans le temps, d'aller jouer au golf 3 fois par année, puis d'aller à F1 avec votre client. Là, c'est pas ça l'idée. Il y a une balance à aller chercher là-dedans, mais il y a moyen de le faire à notre échelle puis à notre niveau, très certainement, avec les outils qu'on a. Et surtout la quantité de clients que vous avez, si vous amenez tout le monde à F1, ça fera pas de sens, là. Oui, on serait tout le temps rendu là. Mais ça m'amène à réfléchir aussi que si on va avoir une grande valeur ajoutée dans tous nos contacts avec le client, plus on est niché sur un persona précis ou sur une audience précise, plus qu'on est capable d'accumuler de l'information pertinente à leur transmettre, puis de toujours envoyer quelque chose d'intéressant pour eux. Donc, toujours à réfléchir, plus qu'on est précis sur notre persona, puis c'est qui notre clientèle, plus qu'on peut être pertinent. Question pour toi, Max. J'adore discuter avec toi parce que souvent, on peut voir le concret de ce qui se passe à l'intérieur. Là. Donc, si jamais tu es à l'aise de partager un petit peu, c'est quoi le ratio du nombre de joueurs que vous avez dans l'organisation versus le Customer Success? Combien vous êtes? Combien de gens en Customer Success vous avez pour que les gens puissent peut-être s'y référer pour leur organisation, puis peut-être mettre en contexte le volume d'affaires aussi, si jamais tu es à l'aise de le partager à l'auditoire. Oui, tout à fait. Grosso modo, on a à peu près 12 300 clients. Vous allez voir dans la documentation, on parle souvent des logos en anglais, là.
12 300 logos, ça veut dire 12 300 compagnies avec qui vous faites affaire. T'sais. On a divisé ça en 3 grands tiers, 3 grandes catégories. Ceux qui dépensent 1 500 $ et moins par année chez nous, ceux qui dépensent entre 1 500 et 7 500 et 7 500 et plus, en fait. C'est les 3 grandes catégories qu'on a. Donc, 5 users et moins, 5 à 25, 25 et plus. Grosso modo, le ballpark, là, c'est à peu près la règle chez nous, je peux parler. C'est pas une règle d'or, ça, là. Mais chez nous, c'est à peu près ça. Donc, très petites équipes, petite équipe, moyenne, grande équipe. Voir ça de même à peu près. Dans le fond, tous ceux qui sont dans le dernier tier ont un Customer Success Manager de dédié. Dans le fond, 7,500 de Annual Recurring Revenue, là, ARR, là, que on pourrait faire un épisode là-dessus sur les différents acronymes qu'on utilise, là, mais en Annual Recurring Revenue, tous ceux qui dépensent 7 500 $ US et plus par année, ils ont un Customer Success Manager d'attitré chez nous. Donc, ça représente environ, dans ce créneau-là, grosso modo, 600 clients à peu près. 500-600 clients qui ont accès directement à Customer Success Manager. Là, ça me dit, parfait, il y en a combien de Customer Success Manager? Là, présentement, j'en ai 4. J'ai 4 Customer Success Manager, puis j'ai 2 Customer Success Representatives. Donc, j'ai 4 rôles un peu plus seniors, on va dire, qui ont eux qui sont attitrés, que ces grands comptes-là leur sont attitrés. J'ai 2 personnes chez nous qui sont un peu plus juniors, qui vont faire le même rôle, mais avec les 2 autres catégories de clients. Grosso modo, les 1500 et moins, les 1500 à 7500, eux, ceux qui ont des clients qu'on identifie comme étant des clients qui ont certains besoins. Puis là, en toute honnêteté, tu me poses la question, je te réponds très honnêtement. Il y a des clients que c'est soit parce qu'ils ont eu des différents problèmes, par exemple, qu'il faut avoir créé une meilleure relation à eux pour rapidement les onboarder, par exemple. Et aussi, le Customer Success sont là pour que le client soit bien répondu, mais il y a un aspect quand même business derrière. C'est-à-dire qu'il y a des clients, par exemple, qui dépensent 5 000, que tu veux les faire passer à 15 000 par année, right? C'est là aussi toute l'idée derrière, tu sais. C'est de dire que mais un client qui dépense 5 000 chez nous, qui est dans le tier 2 qu'on appelle, ben je veux le faire passer dans l'année, moi, au tier 1, par exemple, tu sais. Donc, ces clients-là aussi ont besoin d'être identifiés. C'est le land and expand, dans le fond. C'est que ces clients-là qu'on sait qu'on leur a vendu pour 5 000, mais crime, c'est tellement une belle business dans tel coin, on sait qu'il y a du potentiel pour nous autres, mais on va leur attitrer aussi un Customer Success Manager dans le but de créer cette relation-là, puis éventuellement, construire, builder avec eux cette relation, puis éventuellement faire grandir le client chez nous, évidemment. Fait que ça, c'est l'aspect, je te dirais, très business de la chose. Mais l'aspect primaire étant que plus que tu es capable de bien desservir ton client, évidemment, tu vas assurer une pérennité de ton entreprise, tu vas pouvoir créer des relations. Tu sais, c'est un jeu, right? Tout le monde est au courant de comment ça fonctionne. C'est juste de la manière qu'on le fait, puis de la manière dont c'est très authentique chez nous, là. Fait que c'est comme ça, en fait, pour répondre à ta question. 4 Customer Success Managers, 2 postes plus juniors qui viennent assister. Donc, tu pourrais dire 6 personnes en tout qui s'occupent de toute la partie de droite du beau taille. Pour la partie de gauche, par exemple, on a un account manager, un account exec, puis un subject matter expert avec un SDR. Donc, 4 personnes là, qui s'occupent de l'onboarding des nouveaux clients à ce moment-là, de l'autre côté du funnel de vente, si tu veux. Donc, vous êtes une dizaine de personnes sur le côté, sur les 2 côtés du beau taille. Ouais. Sur une équipe de combien environ au total? Par exemple, maintenant, on a unifié tous les départements, vente, marketing, support. On est une 60aine, un peu plus que 60 personnes. Dans l'équipe de vente, là, c'est sûr qu'on a des gens de Sales Enablement aussi qui travaillent avec l'équipe. Total, chez Dévolution, on est rendu pratiquement à 200 maintenant. Pour un chiffre d'affaires qu'on va frôler là, cette année, avec notre année financière qui se termine au 30 septembre, on va frôler 39-40 millions là, de chiffre d'affaires en argent canadien cette année. Donc, en toute honnêteté et ouverture, c'est à peu près là qu'on s'en va. Puis, tu sais, ça fait longtemps on a toujours été très transparent. Là. Pour ça, de divulguer nos chiffres, ça ne nous dérange pas tant. Parce que c'est difficile de faire du sens dans la phrase que je viens de dire. Je te dis pas c'est quoi le revenu qui va avec, tu sais. Parce que tu vas me dire, tu sais, c'est le fun dans ma business, tu sais. Moi, j'ai une belle business, c'est super, ça va, ça roule au bout, tu sais, mais je suis à 4-5 millions de revenus, c'est difficile pour moi d'engager, par exemple, 10 personnes juste pour m'occuper. Donc, on le fait aussi pour que ça fasse du sens dans notre discours. Quand on fait le travail d'être avec toi aujourd'hui, si je te dis pas un peu les chiffres derrière, c'est plate en tabac. L'histoire est pas complète à mon sens, tu sais. Fait que, alors, voici, en toute honnêteté, c'est quoi avec on travaille. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement pertinent, Max, quand on se parle. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent se disent la même chose.
La première des choses, c'est que vous apportez tout le temps des nouveaux concepts pour amener votre organisation à un autre niveau, mais vous êtes tellement transparent à expliquer ce que vous faites, les do's and don'ts, puis vous êtes tellement transparent au niveau des chiffres que vous êtes en tout cas, je pense que c'est l'organisation au Québec qui a probablement le plus grand impact sur d'autres organisations autour, parce que à chaque fois que je te croise, Max, on a des discussions d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures sur comment améliorer les pratiques, puis tout le monde chez vous, vous avez ce mindset-là, puis merci d'être aussi transparent, parce que je pense, ça l'inspire les gens de vous voir aller, puis vous voir grandir. Tu sais, on parlait hors d'onde de quasiment, je pense, 60% de croissance year over year que vous avez présentement. C'est inspirant de voir aller, mais merci d'être aussi transparent sur l'ensemble de l'organisation puis des méthodes. On revient au sujet principal. Donc, on est à droite du nœud papillon. On s'assure que les gens utilisent la solution. J'imagine après, on tombe en mode de s'assurer qu'ils soient loyaux avec nous. Il y a d'autres morceaux du nœud papillon à droite, je pense qu'il pourrait être intéressant peut-être d'aborder puis de voir comment vous le mettez en concret chez vous, là. Ouais, en fait que l'idée, la portion là, le plus à droite, si tu veux, on arrive dans le créer un peu pas un ambassadeur en termes de communauté, mais un ambassadeur en termes de le client avec qui je travaille, par exemple, depuis 1 an, ça va très bien, la solution, ça apporte ce que ça devait apporter. À toutes les fois, tu sais, ou peu importe, on a créé de la valeur, comme on disait tantôt, ça va bien. Là, c'est le temps, évidemment, de tranquillement amener le client à voir, tu sais, y a-t-il d'autres choses? Là, c'est le temps là, de poser cette question-là. Tu sais, y a-t-il d'autres choses chez vous qu'on peut adresser? Y a-t-il d'autres? On a parlé ensemble de tel pain que tu as eu cette année. Je pense que j'ai de quoi te proposer qui pourrait. Fait que c'est le temps là, de créer cette espèce de moment-là avec votre client. Puis dans la théorie du beau taille, on parle justement d'ambassadeur, c'est-à-dire de prendre ce client-là puis le transformer à travers son entreprise en quelqu'un qui peut prendre le flambeau puis dire OK, c'est beau, je vais aller vers d'évolution pour tel type de pain qu'on a à gérer dans l'année. C'est un nouveau scénario qu'on veut adresser. Puis moi, je pense qu'on a la bonne compagnie parce que si ça durant l'année, puis blablabla. Donc, c'est un peu de créer cette... Tu sais, en vente, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de modèles d'affaires qui impliquent que ton client devienne ton vendeur en interne. Tu sais, c'est que ça, on parlait de champion tantôt. Il y a des moyens de faire aussi pour outiller ces gens-là parce qu'on a tous, chacune, à vendre un projet qu'on veut entamer dans nos business. Tu parlais tantôt avant l'enregistrement d'un nouvel outil que vous avez onboardé chez vous. Il y a quelqu'un chez vous qui est venu te voir et te dit « Hey Joe, je pense que ça, c'est notre affaire. » Mais ça, il faut avoir ça en tête, comprendre qu'est-ce que votre client vit parce que lui, dans son bar, il y a une job de vente à faire à sa gang. Fait que là, on arrive dans les dernières étapes du beau taille, créer une espèce d'ambassadeur en interne, être top-notch au niveau de ce que vous allez lui proposer pour la prochaine étape. Puis arrive finalement le revenue expansion, la partie expand de la stratégie de land and expand. Donc, on close la première vente, on expand la vente au courant de l'année ou des prochaines années, tout dépendant des contrats que vous avez. Ça peut être aussi en termes de donc plus de seeds pour votre produit, un nouveau produit en cross-sell, un contract length qui change aussi. Là, j'utilise beaucoup l'anglicisme, désolé, un terme de contrat plus long, par exemple. Ça fait 1 an qu'on est ensemble, peut-être dans 3 ans, on pourrait aller tel discounté ou avec un rabais de volume, par exemple. OK. Ça peut être un service aussi que vous allez un nouveau projet que vous allez partir avec le client, un nouveau service que vous voulez offrir. Donc, c'est là qu'on arrive finalement au bout de l'histoire de dire, j'ai bien adressé le besoin du client, j'ai créé une relation avec lui au fil du temps. Puis comme on dit, je répète encore, c'est pas d'aller de créer une relation là pour aller jouer au tennis le vendredi soir. Là, c'est de créer des petits wins mois après mois, semaine après semaine. Et voilà, afin, si vous avez bien fait votre travail sur un nombre de comptes, un certain volume, vous allez arriver à grandir votre parc de cette façon-là. Tu sais. Et il y a, je pense, plus d'1 an de ça, tu m'avais amené un concept que vous maîtrisez énormément puis que j'avais jamais été allumé à cet aspect-là au niveau de la vente de produits SaaS. C'est que la personne que vous convainquez dans une organisation d'utiliser le système ou qui se convainc lui-même parce qu'on a mis comme méthode en place, si on le transforme en mode ambassadeur, mais cette personne-là, quand elle va aller chercher un nouveau défi dans une autre organisation, ben ça devient votre vendeur dans la nouvelle organisation. Puis si on regarde juste les stats, exemple de Google, la rotation moyenne chez Google, c'est 1,3 années qu'ils réussissent à garder leur monde. Fait que dites-vous si Google il dure 1,3 années, il y a de fortes chances que les gens qui vous amènent votre produit dans leur organisation, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, maximum des fois 5 ans, ben il y a de fortes chances qu'ils soient dans une autre organisation.
qui vous amène dans cette organisation-là. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi, la partie droite du bowtie, c'est de tellement apporter de la valeur, puis tellement l'amener dans un état de loyaliste, d'advocate, puis de brand ambassador, que lors de son passage dans les futures organisations où ce qui va aller, ben ça va simplement vous ouvrir des portes puis permettre d'aller faire des ventes là puis d'aller chercher un marché plus large. Là. C'est ce qui vous est arrivé, mais pas par hasard, je pense, chez vous. C'était on purpose, c'était par choix et par design, là, Max. Ben oui, puis en étant extrêmement discipliné, puis en exécutant de la bonne manière, puis tu sais, souvent on veut donc être bon, puis on veut donc être fort, puis on veut donc montrer qu'on est meilleur que les autres, fait qu'on veut essayer des affaires, tu sais, tout le temps qui sortent de l'ordinaire, tu sais, on veut essayer des trucs, des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire qui vont être tu sais, c'est sexy là de dire j'ai instauré telle affaire puis c'est un nouveau concept tout ça, mais en réalité c'est être discipliné, puis faire arriver des choses au jour le jour, puis penser à ce que vous faites. Soyez authentique dans vos transactions, dans vos interactions avec les clients. Puis en terminant, Joe, on parlait en début de podcast du funnel traditionnel de vente, où est-ce que les gens mettent beaucoup de temps, puis beaucoup de réflexion à savoir comment on emmène nos clients, puis comment il faut quasiment passer 2 fois plus de temps pour faire le funnel de droite, finalement. Ce que je vis là présentement, là, c'est que ce qu'on vit, c'est que c'est encore plus... je veux dire, au niveau stratégique, il y a encore plus de réflexion à avoir sur comment on prend nos clients existants et les amener vers un autre niveau. C'est un autre challenge complètement. Puis c'est là que je vois qu'il n'y a pas grand monde, en fait, avec qui que je côtoie ou que je vois, qui ont conscience de crime, c'est vrai, t'as raison. T'sais. Il faut mettre autant de temps avec nos clients existants qu'avec les nouveaux, sinon plus, pour nous permettre de rester pérennes dans le futur puis de faire croître notre entreprise. Parce que tu le sais, aller chercher des nouveaux clients, là, c'est une méchante job, de 1. 2, dans l'économie qu'on vit aujourd'hui, dans l'espèce de post-pandémie-ish qu'on est aussi, les gens sont beaucoup plus réfractaires à changer des méthodes, à aller chercher des nouvelles technologies. On est beaucoup plus dans une période de consolidation. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne avenue de prendre soin de ce qu'on a puis de grandir à travers vos propres clients versus développer des nouveaux marchés, aller voir, tu sais, grandir, aller chercher des nouveaux clients. Là, c'est un autre défi, là, je te dirais. Là. Pour les gens qui nous écoutent, qui trouvent le concept intéressant et qui voudraient avoir plus d'informations un peu sur comment peut-être implanter ce genre de concept-là ou plutôt aller chercher un peu plus d'informations pour s'y inspirer tranquillement puis s'initier à ça. C'est quoi les références, Max, que tu nous donnerais? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est des sites? Est-ce que c'est des formations? Qu'est-ce qu'il y aurait comme intéressant comme ressource? Oui, c'est un très bon point. Nous, on utilise beaucoup Winning by Design à travers Pavilion. Pavilion, qui est une communauté qui nous a été référée d'ailleurs par les gens chez Gsoft, maintenant Workleap. Là, je sais pas si tu as vu ça serait intéressant d'ailleurs d'en discuter. Un super success story de leur côté aussi. Si vous n'avez pas vu, mais grosso modo, les gens de chez Gsoft nous avaient amené une plateforme qui s'appelle Pavilion, qui est une plateforme de différents workshops, ateliers, formations. Puis on a découvert à travers eux une firme qui s'appelle Winning by Design, qui fournissent un paquet de bons contenus à travers différents blogs, toutes sortes de façons, en fait, l'infolette, entre autres. Puis, je vais mettre un lien, d'ailleurs, je vais t'envoyer un lien pour mettre dans l'épisode. Donc, les gens peuvent tout simplement googler aussi, là, Bowtie Model, Sales Model, c'est assez connu comme modèle, c'est assez bien documenté. Mais je vais quand même t'envoyer 2-3 liens que tu pourras ajouter dans l'épisode pour que les gens puissent se référer. Fantastique. Donc, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, vous allez pouvoir suivre ces liens-là. Maxime, est-ce que tu avais autre chose que tu souhaitais rajouter sur le sujet aujourd'hui avant qu'on se quitte? Non, merci Joe pour l'opportunité de partager avec toi, toujours un plaisir. Puis si les gens ont des questions ou ils veulent nous contacter, il n'y a pas de gêne, vous pouvez m'envoyer un courriel mtrottier@devolution.net, on pourra connecter et en discuter plus longuement. Fantastique. Merci beaucoup, Max, encore une fois pour ta présence. Et merci à tous, à ceux qui nous écoutent. Je vous dis à la semaine prochaine. Voici ce que je retiens de ma discussion avec Maxime Trottier cette semaine. Premièrement, le nœud papillon du côté gauche, c'est l'acquisition. Du côté droite, c'est la rétention et ce qu'on appelle en anglais le cross-selling, upselling.
Deuxièmement, c'est bien beau de vendre à un client, mais est-ce que c'est bien utilisé? Et surtout, comment on s'assure d'avoir un processus pour accompagner les gens dans la friction initiale du produit? Donc, si vous vendez mais que c'est pas utilisé, surtout dans les licences d'entreprise ou ce que c'est une grande batch de licences que vous vendez, assurez-vous d'avoir un processus pour accompagner vos champions dans ces organisations-là pour aider à améliorer le taux d'adoption du produit. Ça va faire toute une différence dans vos taux de renouvellement, donc dans ce qu'on appelle en anglais le churn. Troisièmement, à chaque touchpoint avec le client, assurez-vous d'apporter de la vraie valeur. Et c'est pas parce que le client ne vous répond pas qu'il n'a pas lu ou vu ce que vous avez envoyé. Donc, assurez-vous de faire progresser le niveau de valeur toujours vers le haut dans chaque touchpoint avec le client. Quatrièmement, vous devez compter entre 12 à 24 mois pour voir les résultats arriver concernant la méthode du beau taille. Donc, c'est pas quelque chose qui se passe, excusez-moi l'anglicisme, overnight. C'est un long travail où ce que tout le monde doit être bien focusé là-dessus et c'est un travail en continu pour arriver à un résultat qui est pertinent. Et dernièrement, il faut probablement compter 2 fois plus d'efforts du côté droit du nœud papillon pour arriver à quelque chose de positif. Mais au final, il y a peu d'organisations qui vont se concentrer sur ce côté-là. Donc, ça peut avoir un grand effet sur votre organisation et surtout être un grand différenciateur versus la compétition. Donc, au final, ça peut être un grand moyen d'aller plus vite, plus loin, de croître plus rapidement. Donc voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous, donc notre récompense est votre partage ou votre abonnement. En ce sens, si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, veuillez prendre 30 secondes pour le partager ou pour vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai la chance de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.